Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 118. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, mon invité est Denis Charvet. Denis est un joueur de rugby d'exception, sélectionné 23 fois pour l'équipe de France, qui a joué pour son pays au final de la Coupe du Monde en 1987 et qui a été capitaine des Barbariens français. Après sa carrière sur le terrain, il est devenu consultant et commentateur régulier à la télévision et la radio. Il a aussi poursuivi une carrière d'acteur au cinéma et a eu, entre autres, un rôle dans La Belle Histoire de Claude Lelouch. Enfin, il a écrit 3 livres, dont La Mort debout et La Dernière passe. On y discute dans ce podcast des valeurs de rugby, sa carrière, le leadership sur le terrain et dans l'entreprise, son expérience sur le grand écran, l'évolution des médias et comment gérer une réputation en ligne en tant que figure publique. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Denis. Denis Charvet, quel plaisir de t'avoir sur ma chaîne, mon podcast. Ça fait des années qu'on se connaît. Toi et moi, on s'est rencontrés dans un café à Paris, il doit y avoir presque 20 ans. Et tu as parlé d'un livre qui est devenu La Mort debout, qui m'a beaucoup touché. Et depuis, on est resté en contact. On est même allé à quelques matchs de rugby. Dans tes mots, Denis, comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui? Comment je me décrirais aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, Oui. peut-être une personne un peu plus assagie, quoi. Mais bon, je pense qu'on est tous dans le même cas quand on prend un peu de la bouteille, comme on dit, un peu d'âge. Mais bon, on relativise un petit peu les choses de la vie et on met moins d'importance à des endroits où avant, on consacrait beaucoup de temps, on dépensait beaucoup d'énergie pour rien. Et en fait, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, je m'éparpille plus comme j'ai pu le faire par le passé. Voilà. Je suis beaucoup plus recentré sur des choses essentielles de la vie et je m'éparpille pas. Eh bien, c'est drôle parce que évidemment, c'est moi pareil. Et peut-être c'est l'âge qui nous amène à ça. Mais aussi, il y a aussi des moments importants qui font des déclics. Et quelque chose qui me trottine, c'est comment est-ce qu'on ne peut pas apporter ce message, amener cette transformation plus tôt dans la vie que d'attendre qu'on doit devenir vieux pour comprendre que c'est ça qui est important. Je pense qu'on est tous différents, donc peut-être qu'il y a des trentenaires qui sont déjà plus matures et qui sont déjà plus comment dire, qui ont plus de recul par rapport à ces choses-là de la vie. En fait, je ne pense pas qu'il y ait un âge précis. Moi, je dis ça aujourd'hui parce que par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu par le passé, je me sens mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Dans la tête, ça n'a rien à voir. Et après, je pense quand même que quand je dis qu'il n'y a pas l'âge, il y a des jeunes qui sont quand même parfois assez bluffants. Donc, on est tous différents, on a des personnalités différentes. Il y a des jeunes qui sont vieux d'avant l'heure et des vieux qui sont jeunes encore après l'heure. C'est déjà des mots sages, Denis. Alors, j'ai beaucoup de sujets que je voudrais aborder avec toi dans ce moment ensemble. Et évidemment, comme je suis un passionné de rugby, je ne peux pas ne pas en parler un peu quand même. J'ai eu sur mon podcast anglais quelques rugbymen, dont un qui a joué beaucoup pour l'Angleterre. Et on parlait de leadership. Et ce qui m'intéresse souvent, c'est de regarder les parallèles ou qu'est-ce qui se transporte d'un sujet ou d'un métier à un autre. Et donc, sur le capitaine d'une équipe de rugby, qui est donc d'office le leader, comment est-ce que tu décrirais la différence de leadership quand tu es dans un club, comme la club du Stade Toulousain, par exemple, versus le leader de l'équipe de France?
Comment est-ce que tu ressens la différence? Bah, d'abord, moi, je n'ai jamais été capitaine de l'équipe de France, donc Oui. c'est difficile d'en parler, mais je crois la différence, c'est que en club, tu évolues toute l'année, toute une saison entière, et l'équipe de France, ça t'appartient pas en fait. On te choisit. Un club, c'est familial. L'équipe de France, c'est très élitiste. C'est-à-dire que tu représentes ton pays. Donc, je pense que la responsabilité n'est pas la même. Elle est beaucoup plus grande quand tu es capitaine de l'équipe de France que quand tu es capitaine d'un club. Un leader, c'est comme un chef. Il y a toujours un chef. Euh, quand tu vas à la guerre, tu as toujours un chef. Mais le capitaine, c'est un chef. Parce qu'on va à la guerre quand on fait du rugby, c'est évident. Il n'y a pas de mort, mais quand même, il y a des blessures. Il faut y aller. Mais je crois que c'est une responsabilité qui demande beaucoup de recul, beaucoup d'abnégation, mais qui demande beaucoup, il me semble, beaucoup de maturité quand même. Tout à l'heure, on parlait justement de l'âge, comment on arrive à une certaine sagesse. Là, c'est pas de la sagesse, c'est de la responsabilité. Il y a des gens qui sont responsables, il y en a qui ne le sont pas. Donc, c'est un choix très pertinent, le choix d'être de capitaine de l'équipe de France. C'est un choix qui est très pertinent, mais qui est essentiel. Parce que c'est celui qui va montrer la voie, c'est celui qui va montrer l'exemple. Et il faut des symboles. Dans une équipe, il faut toujours un symbole. C'est comme quand tu es dans une armée, c'est comme un truc, il y a un symbole. Napoléon était un symbole, comme Vercingétorix en était un. Il faut des symboles, des gens qui te rassemblent, des gens qui te permettent d'élever ton niveau et surtout qui permettent l'alchimie entre diverses personnalités qui sont des gens à des postes différents et avec des physiques différents, des personnalités différentes. Et tout ça, il faut que ça s'accorde. Et là, le rôle du capitaine, il est essentiel pour nous. Car, en fait, si je ne me trompe pas, tu étais capitaine quand même des Barbariens. Oui, Barbara, Baba. je l'étais ça, souvent. J'étais capitaine au Racing, j'étais longtemps capitaine du Racing Club de France. Non, c'est une fonction que j'aimais bien parce que j'ai ce côté un peu leader, quoi. Ce côté rassembleur, pas leader. Leader naturel, on va dire, mais plutôt rassembleur. C'est un truc, en fait, c'est quelque chose qui est tout à fait personnel, hein, qui appartient à ta personnalité. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas, ce que je te disais. C'est-à-dire que tu es responsable ou pas. Sauf qu'être capitaine, ça demande beaucoup de responsabilité quand même. Alors, le point qui me paraissait, donc quand tu parlais quand tu es dans le club, tu es la famille, c'est différent d'être capitaine d'une équipe où vous êtes l'élite, mais vraiment là, pour le coup, en haut du pyramide, pour l'équipe, soit pour la France, ensuite pour les Bavars. Et c'est pas quelque chose, tu n'as pas joué avec eux, en fait, tu as joué contre la plupart de tes coéquipiers, qui maintenant tu dois mener. Car l'équipe de France, c'est pas que des gens de Stade Oui, bien Toulousaine. sûr. Et ça, c'est ça qui m'intéressait. Comment juste parlons des Barbariens, parce que là, ça t'appartient. Si tu veux, c'est très simple. La réponse est très simple. C'est que quand tu vas en équipe de France, d'abord, c'est une sélection, c'est pas un club. Tu sélectionnes des joueurs. C'est une grande différence. Donc, on te permet, en t'invitant à un match, en te sélectionnant, on te permet de participer à un match d'équipe de France. Donc, c'est déjà un honneur partagé, si tu veux. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus l'adversaire. Ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a un sens en commun véritable qui annule, comment on appelle ça, qui casse toutes ces barrières-là d'un seul coup. C'est le fait d'avoir ce sens en commun et de tirer dans le même sens pour l'honneur de sa patrie. Mais c'est à un moment donné, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a que des partenaires, et ça se fait naturellement. C'est quelque chose c'est symptomatique, on va dire, c'est dans l'instant. C'est-à-dire que la question ne se pose pas, presque, j'ai envie de te dire. Voilà, toi, tu me poses une question qui ne se pose pas, parce qu'elle n'existe pas, en fait. Alors, tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Car en fait, quand on est dans des entreprises, on est tous ensemble et on dirait que ça ne se pose pas.
On est Mais les ensemble. entreprises, c'est pas. Dans les entreprises, le problème, la différence, il y a une énorme différence. Les entreprises, il y a un enjeu sociétal et financier. Dans le rugby, l'enjeu, il est toujours du côté de l'honneur, même s'il y a de l'argent. Ouais. Mais si tu veux, la priorité, ce n'est pas un problème sociétal ou financier de la bonne santé de l'entreprise. Là, c'est des émotions que tu n'as pas dans l'entreprise. Donc, il y a ces émotions qui rentrent en compte, qu'il faut gérer, qui sont des émotions d'amour, de haine, d'angoisse, de peur, que tu n'as pas dans l'entreprise. Donc, j'ai presque envie de dire, c'est notre monde à part. Et enfin, et pourtant, pour moi, c'est ce qui manque et c'est ce qui peut se faire parce que je l'ai vécu en entreprise, une histoire d'amour, des émotions. Et quand on a ça, c'est juste Oui, mais formidable. la problématique, c'est que on en revient toujours au sens en commun. C'est une entreprise, quand tu veux mettre un sens en commun dans une entreprise, pour que tout le monde tire dans le même sens, c'est très très compliqué. Parce que chacun fait le travail qu'il a à faire, mais il n'est pas attiré par une force comme ça. Parce que c'est ça, nous, quand il y a une espèce de ce sens en commun dont je te parle, c'est que tu as une force collective tout d'un coup qui apparaît, et tu ne sais pas comment, pourquoi, du comment. Elle est tout à fait naturelle et en même temps, elle est invisible. Mm. Et, et, et dans l'entreprise, tu ne peux pas l'avoir, c'est très compliqué. Tu pourrais l'avoir, mais il y a trop de. Il n'y a pas ce sens en commun, il n'y a pas cette. Mm. Il peut y avoir, je ne dis pas que ça n'existe pas dans les entreprises, mais c'est que c'est complexe parce que chacun joue un rôle spécifique. Quand tu es dans un sport collectif comme le rugby, chacun a un rôle spécifique, mais chacun va dans le même sens. Toujours. Et bien, c'est ça, pour ceux qui écoutent, à rechercher dans l'entreprise le sens commun et d'amener tout le monde à aller dans un sens plus haut. C'est le sens en commun. C'est la chose la plus compliquée à mettre en place dans la société, dans le sport, dans tout. On va certainement en parler encore quand on va parler de ce que tu fais dans les médias. Mais je voudrais juste passer un peu de temps sur les deux livres que tu as écrits. Donc, La mort debout en 2008 et La dernière passe, deux histoires très différentes. Tous les deux, j'avais l'impression, enfin, je n'ai pas lu La dernière passe, j'ai juste vu l'extrait. Mais les deux, en tout cas, c'est des trajets difficiles que tu as fait. Dis-moi pourquoi tu as écrit ces deux livres déjà. Non, mais alors, écrire à la base, moi, j'étais pas parti pour écrire un livre, donc puis ce serait prétentieux de dire que je suis un écrivain. Je me sens pas écrivain, mais j'ai eu un besoin un jour de mettre des mots sur une page blanche. Euh, ça- Parce que j'avais besoin d'expulser des démons de moi et de comprendre certains mécanismes que je n'avais peut-être pas compris au moment où ça s'est passé. Et quelque part, ça a été un exutoire. Ça a été une façon de combattre ces fantômes, quoi. Ces fantômes qui te hantent parfois et, et qui découlent de cette carrière de sportif qui génère tellement d'émotions, quoi. Mm. Et quand tu as, la chance, comme moi, d'avoir vécu ces émotions-là à des niveaux très élevés, ben, tu t'en relèves pas comme ça, c'est pas neutre, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu en sors. Il y a un prix à payer, c'est ce que je dis dans le bouquin, c'est que tu n'en sors pas indemne. Tu sors pas indemne de cette aventure. Et la tragédie, parce que moi je dis toujours que c'est une tragédie grecque, c'est que là, quand tu t'arrêtes, il n'y a personne qui te tend la main, il n'y a personne qui t'appelle. Mm. Et tout d'un coup, tu prends conscience que la vie, qu'il y a une vie après le rugby et qu'il y a une vie à côté du sport. Parce qu'en fait, quand tu es dans ce tourbillon de vie, qui est la vie sportive, il n'y a rien qui t'atteint, tu te sens immortel d'abord. La notion la notion de mort n'est pas là. Tu n'es pas mortel, tu es immortel.
Donc, tu n'es pas... et tu n'as pas cette notion en toi. Et elle te rattrape le jour où tu arrêtes, justement. C'est-à-dire, là, le jour où tu arrêtes, elle te rattrape tout simplement parce que tu as un rapport avec le temps. Alors que quand tu es dans l'action, et je le dis dans mon bouquin, l'action est le pire ennemi de la pensée, c'est-à-dire que tu ne penses pas quand tu es dans l'action. Donc tu vas à 100 000 à l'heure et tu n'as qu'une obsession, c'est de gagner match après match, et tu es entraîné dans un cercle vicieux et infernal qui fait que ta vie se résume à ça, quoi. Donc tu es déconnecté de toute réalité, quoi, en fait. Et ce qui fait que quand tu es rattrapé par le temps, eh ben, t'es perdu parce que tu sais pas quoi faire. Parce que t'as toujours fait la même chose et qu'on t'a pas expliqué qu'il y avait une vie à côté, quoi. Donc, je pense que ça serait indispensable qu'il y ait un système, et qui n'existe pas aujourd'hui, où on accompagnerait les sportifs de haut niveau après leur carrière. D'une manière thérapeutique, évidemment. Ouais. Quand tu décris le moment du sifflet dans ce match en Irlande, le dernier moment, je m'en souviens encore quand tu me l'as décrit maintenant en 2021. Quelle est ton émotion en te rappelant de ce moment? Non, j'ai plus d'émotion parce que, en fait, le livre m'a permis justement de faire le deuil de cette carrière de joueur de rugby. Je parlais d'exutoire, mais c'est surtout le deuil de cette partie de vie intense, dévorante, qui en fait te prend tout tes sens presque. C'est-à-dire que tu ne sais rien faire d'autre. Donc, si tu veux, ce livre m'a permis de comprendre certains mécanismes, et m'a permis aussi aujourd'hui de vivre ma vie comme la vie ordinaire. Et quelque part, moi, je vais dans les stades. Évidemment, je sais que j'ai pratiqué ce sport. Et aujourd'hui, moi, je suis redevenu le fan que j'étais, quoi. Donc, si tu veux. Mais c'est un travail, quoi. C'est un travail sur soi. Et tu me parles de ce dernier match, de dernière sortie, tout ça et tout. Ça a été un passage de ma vie, et c'est très lointain. Et quelque part, ce passage, je l'ai tué, quoi. C'était indispensable que je le tue. Mais il a existé longtemps. J'ai parlé avec Lee Mears, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Il était dans la mêlée pour les Lions et pour l'Angleterre. Et il parlait de combien, dans la transition vers le rugby professionnel, en fait, il a incarné, il a mis le bien-être, donc la santé mentale, la santé physique, ce que je mange, combien je dors. À l'intérieur, c'était juste normal de le tenir en compte, tandis que dans l'entreprise, on n'en parle jamais du sommeil, de la nourriture. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? J'imagine arriver au bureau et demander ça, tandis que dans un sport. Le problème, c'est dans l'entreprise, tu n'as pas besoin de ton corps, tu as besoin de ta tête. Alors, il y a des boulots qui nécessitent des physiques, mais la grande différence, c'est que ton corps est ton outil. Dans l'entreprise, c'est ton cerveau qui est ton outil. Et nous, c'est le corps et le cerveau. Mais c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on ne se pose pas forcément la question, et peut-être qu'elle est essentielle, le bien-être. Si tu es bien dans ta vie, tu es bien au boulot. Faut-il encore que le boulot que tu fasses soit un boulot qui t'intéresse et qui te corresponde. Donc tout ça est lié aussi, tu vois, c'est pas neutre. C'est comment dire, le bonheur, c'est de faire un boulot qu'on apprécie. C'est ce que je fais dans les médias, moi. Donc c'est une chance inouïe de pouvoir partager des moments de travail qui en fait n'en sont pas. Donc c'est un privilège insensé. Mais après, les gens qui travaillent, déjà dans une vie d'homme, d'être en accord avec soi-même, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc si tu demandes à cette même personne dans ton entreprise de mettre en rapport son bien-être dans sa vie à l'entreprise, ça va être encore plus compliqué. Je crois que il y a plein de soupapes, en fait.
qui font que ça me semble très complexe et compliqué de mettre en pratique. Mais il y a un intérêt majeur et je l'entends. Et quelque part, ça me plaît parce que, effectivement, alors je ne sais pas si aux États-Unis, ils font pas ça un petit peu dans les grandes sociétés comme Facebook ou. Ouais. Il y en a certains qui sont évolués, un peu plus éclairés sur l'idée voilà, de. donc ils ont mis en place des systèmes où l'employé peut faire du sport, l'employé peut se Dormir nourrir, pour faire un. peut se nourrir sainement. Donc, mais sur des petites sociétés, ça me semble compliqué. Mais bon, c'est vrai que si on est bien dans sa tête, on est bien dans le boulot et tout suit. Hein. Alors, tu as fait plein de films. J'en parlais avec ma femme, Yandy, du fait que tu as été dans les films avec le Louche, etc., enfin des grands films. Avec ton recul maintenant, ton passage, tout ce que tu as fait dans les films, qu'est-ce que tu en as retenu? Rien dans le sens où je n'étais pas fait pour ça et que je n'avais pas envie de faire ça. J'adore le cinéma. En fait, ma véritable passion, c'est de réaliser. Donc, aujourd'hui, je suis en train de faire l'adaptation avec un scénariste qui est en train d'écrire, qui fait l'adaptation de La Mort debout. Ah oui, mais ça, j'imagine, j'y crois, hein, Denis. Et mon envie, c'est de le réaliser. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours été attiré par la réalisation, par les images. Donc ça, je vais essayer de monter ça, de faire ça dans les 2 prochaines années. Chouette. Mais l'histoire de l'acteur, je n'ai jamais été acteur en fait. C'est pour ça qu'il ne reste pas grand-chose. J'ai pris du plaisir parce que j'ai rencontré des gens, j'ai partagé des moments, mais c'était beaucoup plus ludique que professionnel. Et quand tu fais ce métier, parce que c'est un métier, il ne faut pas le faire de manière détachée. Donc moi, je l'ai toujours fait de manière détachée. Je n'ai jamais foncé dedans dans le tas parce que je n'étais pas fait pour ça. Tu n'as pas plaqué le film. Non, mais j'étais pas acteur. J'ai pas envie de. Je me suis souvent posé la question, mais je pense que j'ai une pudeur en moi qui ne me permettent pas de me mettre à nu devant une caméra tout le temps. Donc, parce que le métier d'acteur, c'est ça, c'est se mettre à nu, être capable d'enlever toute sa pudeur de soi et de foncer, d'y aller. Mais je le répète, c'est un métier. Et pour moi, ça n'a jamais été un métier, la vérité, parce que j'ai toujours ressenti que j'avais pas ça en moi, tout simplement. Je n'étais pas fait pour ça. Je vais te raconter une petite histoire. C'est que, tu sais, on se rencontre, des amis, des personnages, des connaissances. Et puis parfois, on entend une histoire et parfois, on se l'approprie, cette histoire, alors que ce n'est pas la mienne. Donc, je vais te dire, Denis, je ne sais pas combien de fois j'ai raconté l'histoire de La Mort debout. Car l'histoire dedans, c'est très touchant. Et en fait, évidemment, je ne dis pas que c'est moi, je parle de toi, ce qui s'est passé. Donc, parfois, il faut imaginer que tu as eu une sensation dans l'oreille, que quelqu'un parlait de toi. Évidemment, comme tu es quelqu'un dans les médias et tu es connu, beaucoup de gens vont parler de toi. Mais en tout cas, en l'occurrence, l'histoire qui est dans La Mort debout est juste incroyable. Et je te souhaite bon courage dans cette réalisation. Maintenant, je voudrais parler des médias. Donc, tu es maintenant un commentateur sur plein de choses. Enfin, enfin, tu as fait plein de projets dans les médias. Tu as donc vu l'évolution des médias. Avant, tu étais joueur, interviewé. Alors, Monsieur Charvet, comment ça s'est passé? Des choses comme ça. Maintenant, tu es de l'autre côté, on va dire, tu es dans le micro. Quel est ton point de vue? Quelle est l'évolution des médias qui a eu lieu dans ta vie, ta carrière? L'évolution aujourd'hui, on le sait tous, c'est les réseaux sociaux qui ont pris une importance capitale dans le monde d'aujourd'hui. Donc, et qui est un outil très dangereux, en fait, parce que ce qui était sympathique il y a 20 ans, c'est justement que la rareté faisait la différence. Donc aujourd'hui, on banalise tout. Donc les réseaux sociaux banalisent tout, que ce soit l'info, que ce soit le ressenti. Il y a moins d'émotions, forcément, parce que tout est partout. Alors qu'avant, il fallait chercher, il fallait aller dans des niches, chercher des informations, il fallait chercher des interviews. Bon, maintenant, tout est là sur la table.
Et tout est là dans son petit iPhone. Donc, tout le monde a accès à ça tout de suite. Donc, c'est assez perturbant quand même par rapport à cette question que tu me poses, par rapport à l'évolution des médias. Et je pense que dans cette évolution des médias, les réseaux sociaux ont changé totalement la donne. Voilà. L'approche n'est plus du tout la même, dans la mesure où, encore une fois, on a accès à tout. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de vendre une info différente d'une autre. Et comme on fait plein de débats, que ce soit au Moscato Show ou Grande Gueule à RMC, ce qui est intéressant parce que c'est vivant et en même temps on dit ce qu'on veut et ce qu'on pense. La difficulté, c'est d'être différent. Et quand je parle des réseaux sociaux, il faut être différent des autres. Donc il faut trouver sa place quelque part. Donc je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui, par rapport à la question que tu m'as posée, de trouver sa place aujourd'hui dans le monde des médias qu'il y a 20 ans. Quand je dis la place, c'est qu'à partir du moment où tu travailles, hein, la place, c'est la place à laquelle tu es installé dans ton boulot de journaliste, de consultant. Et parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure du sens en commun d'une équipe, on parlait de l'entreprise, et RMC, parmi d'autres, c'est une autre entreprise. Et donc, quand tu te retrouves sur un plateau avec plusieurs personnes, quelle est la place du sens en commun? Comment est-ce que ça pourrait s'insérer davantage afin qu'il y ait ce genre de différenciation dont tu parles? Ouais, c'est compliqué parce que d'abord, la radio, ça va très vite. C'est quelque chose dans l'instantané, quoi. Donc, t'as pas beaucoup à réfléchir. La réflexion est très courte. Donc, c'est quelque chose de très spontané et, voilà, et qui correspond à ta personnalité, tout simplement. Mais le sens en commun, trouver un sens en commun là, c'est compliqué parce que tout le monde joue sa partition. C'est difficile de trouver un sens en commun parce qu'à la radio, c'est ce média dans lequel je travaille. Donc, c'est chacun joue sa partition. Donc, chacun a un rôle bien spécifique et tu es obligé d'être concentré sur ce que tu vas dire, d'être à l'écoute. Donc, effectivement, il y a un sens en commun. Quand on fait une émission, qu'on est 4 autour de la table, il y a forcément un sens en commun parce qu'il y a quelque chose qui nous relie. Il y a un fil conducteur, ce qu'on appelle le fil conducteur. Mais la vérité, c'est quand même qu'on chacun reste quand même dans son rôle. Donc et puis tu vas pas chercher un sens en commun. Tu essaies de t'appliquer, tu essaies de pas dire de conneries, et tu essaies d'être le plus juste et le plus clairvoyant possible. Et tu n'es pas là à te dire on fait ça ensemble, on construit ça ensemble. Donc après, la magie, c'est que tu peux penser que ça se construit comme ça. Que la finalité, c'est ça. Mais la réalité, c'est que tu le construis chacun dans son coin et chacun avec sa personnalité. Entre la radio et la télé, enfin, en tout cas, vidéo, comment tu vois la différence? Est-ce que tu prends un plus de plaisir avec la radio, l'audio, qu'avec le visuel? Moi, j'ai commencé la télé avec la France Télévisions à l'époque. Je fais 5-6 ans chez eux. Pour moi, il y a pas l'ombre d'un doute. Pour moi, la radio, c'est un outil extraordinaire de liberté que tu n'as pas à la télévision. Voilà, tu n'as pas du tout la même liberté. La radio, c'est une voix, il n'y a pas d'image. Et encore une fois, c'est ta voix qui porte, c'est ta réflexion, c'est ce que tu as envie de dire et à l'endroit où tu le dis. Voilà. Donc j'adore cette liberté-là que tu n'as pas forcément à la télé. Il y a beaucoup de canaux audio comme notre podcast aujourd'hui. Et le fait qu'on est juste dans les oreilles, qu'il n'y a pas la nuisance, entre guillemets, ou la diversion de la vidéo, parce qu'on communique beaucoup avec les yeux, en France. Oui, bien sûr. Mais juste ce qu'on dit est dans l'oreille, avec la voix, l'émotion qui est dans la voix. C'est magique, c'est-à-dire que tu as la voix, c'est quand même quelque chose de très perturbant parce que à travers une voix, il y a beaucoup comment dire, d'émotions qui passent, de chaleur. Alors, il y en a qui passent plus facilement que d'autres, mais
La voix est un instrument incroyable. Incroyable. Un sujet qui me trottine, Denis, parce que je regarde beaucoup les médias de manière générale et pas forcément autour du sport, c'est la notion du débat, la place de la confrontation d'idées et l'écoute et la capacité de raisonner et d'avoir des points de vue différents. Dans le sport, c'est un peu plus vif, c'est un peu plus léger, on va dire. Moi, j'ai trouvé que lui, il a joué mieux. Ah ben non, je trouvais que ça aurait été le meilleur moment. Ça, bon, d'accord, on parle de sport. Quand on va parler de choses comme la politique ou de choses un peu plus lourdes, comme la gestion de la santé, crise, enfin, etc., j'ai l'impression que dans les médias, il y a moins de place pour le bon débat, où on est civil et on est capable de raisonner ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Dans le sport, tu dis? Dans le sport, je trouve que ça peut arriver plus facilement parce que c'est plus léger. Il n'y a pas mort d'homme, comme on peut dire, généralement. Oui, mais après, je crois que tu commentes pas un match de rugby comme tu commentes de l'actualité, que tu commentes des tragédies, que tu commentes la gravité n'est pas la même. Donc, si tu veux, la gravité, c'est l'événement qui commande la gravité ou pas, d'ailleurs. C'est plus de divertissement dans le sport. Oui, mais il y a un côté très, très festif, de manière générale. Tu vas au sport pour voir du spectacle, en général. Donc, il y a un monde entre. De toute façon, le monde du sport, en général, avec les médias, est un monde à part. Mais quand tu es dans les parages, j'imagine quand même que tu passes à côté d'un journaliste qui, lui ou elle, commente les choses plus graves. Et je voulais juste savoir si dans les coulisses, dans les parages, il y a des conversations autour de ce qui se passe dans les médias aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui, moi, je croise à la radio, nous, on a BFM, on a là où on enregistre notre émission, il y a des plateaux télé juste à côté. Et je croise parfois des gens qui font la politique, qui font l'actu, voilà. Et on parle parfois dans les couloirs, on parle de sujets sociétals, bien sûr. Mais alors, c'est pour ça que c'est en quoi je pose la question. Qu'est-ce que tu ressens dans les médias et comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que tu penses que tout va bien ou est-ce qu'il y a un manque de débat comme je ressens? En tout cas, ça, c'est plutôt dans les médias anglophones. Je trouve qu'il y a maintenant trop de censure, une espèce de assénisation de la conversation. Moi, je trouve aujourd'hui qu'il y a trop de débats. Il y a trop de débats. Mais le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la rareté de l'info de l'époque. Aujourd'hui, tout le monde donne son avis à tout. D'ailleurs, comme tu regardes un peu l'histoire du Covid aujourd'hui, tu t'aperçois que les gens ont dit tout et n'importe quoi. Donc, l'info par rapport au Covid a été totalement banalisée. Donc, si tu veux, banalisée dans le sens où on n'a aucune transparence parce que les gens disent tout et n'importe quoi. Donc, si tu veux, il n'y a aucune vérité. Donc, c'est assez perturbant. D'ailleurs, c'est un bon exemple, le Covid, parce que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça d'un coup et tout le monde on a permis, les gouvernements ont été responsables de ça. On a permis à des gens, des scientifiques, mais de contrôler le monde. Donc, on en revient aux médias. Hein. C'est-à-dire que les gens, ils étaient en plateau, tout le monde donnait son avis. Donc, c'est en ça qu'aujourd'hui, il y a trop de médias tuent les médias, en fait. Comme on dit toujours, trop d'infos tue l'info. Voilà. Aujourd'hui, tu as une info, le lendemain, elle est balayée. Avant, ça pouvait faire 6 jours, une info. Tu pouvais en parler pendant 6 jours. Aujourd'hui, tu en parles 10 minutes. Alors, on va terminer sur les médias sociaux dont on a parlé, car en fait, moi aussi, j'ai passé pas mal de temps à la radio, à la télé, mais pas du tout comme toi. Et j'imagine
quel type de... Enfin, je voudrais savoir, comment tu manies, regardes ou exclues, ignores les médias sociaux quand tu es dans les émissions? Combien est-ce que ça fait partie intégrante de ta préparation, de l'émission, de Non, mais l'après-émission ou pas du tout? non, moi je n'ai pas jamais voulu participer dans cette kermesse, ce carnaval. Voilà. Je ne participerai jamais aux réseaux sociaux. Donc, indirectement, avec la radio, j'y suis, avec le Moscato Show, parce qu'ils tweetent et qu'ils sont mis sur les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas, moi, comment dire, c'est pas moi l'élément déclencheur. Mais j'imagine quand même qu'il y a Ouais. des gens qui recensent, ah oui, tiens, Denis, quelqu'un a tweeté sur toi ou a fait un commentaire plus ou moins positif ou très Ouais. négatif, etc. Est-ce que ça rentre dans ton champ de vision ou tu préfères ne jamais en Non, mais, parler? C'est quoi comme... non, mais c'est pas que ça rentre dans mon champ de vision. Encore une fois, le malheur des réseaux sociaux, c'est qu'il y a une permissivité. Les réseaux sociaux permettent de dire ce qu'on veut et de cracher en bien ou en mal. Donc, si tu veux, il n'y a pas de filtre. Donc, le problème des réseaux sociaux, quelqu'un qui va dire du mal de toi, c'est pas forcément, et surtout quelqu'un qui ne te connaît pas, il va dire du mal de toi, mais parce que en face de toi, tu as une personne frustrée, peut-être jalouse, peut-être en manque d'affection, mais son commentaire ne voudra rien dire. Sauf que à l'endroit où il va le lancer, où tu vas le recevoir, si c'est négatif, forcément que ça va te toucher. Mais la réalité, c'est que c'est pas objectif. On n'est pas dans un truc objectif. Dans les réseaux sociaux, on n'est que dans un subjectif. On n'est que dans du subjectif. Donc, si tu veux, c'est en ça que cet outil est très dangereux, parce que on échange des points de vue, mais qui ne sont pas des points de vue véritables et qui ne sont pas vrais, forcément vrais. Il y a beaucoup de faux semblants, de faux et de fake. Voilà, donc c'est... Mais c'est difficile d'avoir ce espèce de armure, enfin je pense que c'est le mot, Oui, pour armure, oui, bien sûr. de te protéger de ce genre de négativité. Et pourtant, c'est leur problème, ça leur ressemble plus que toi, mais vous êtes dans les médias, vous êtes constamment ciblé, évidemment. Et donc, Oui, mais on est ciblé, évidemment, mais tu n'es pas obligé de rechercher ça aussi. Tu as le droit d'être travailler dans les médias et de ne pas être constamment sur les réseaux sociaux et de participer à cette mascarade. Je crois qu'on est libre quand même, heureusement d'ailleurs. Et c'est mon cas. C'est mon cas parce que je n'ai pas, encore une fois, je ne suis pas tous les jours sur un instrument qui va me dire du mal de moi alors que je ne connais pas la personne. ouais. En faisant des mixages de toi, je parle du flair de Denis Charvet sur le terrain, ta liberté d'expression, de faire des films, des livres. Mais quand même, la liberté, elle n'est pas comme elle était par rapport à ce qu'on a le droit de dire sur l'émission. Est-ce que tu sens que tu as une capacité d'être libre dans ton discours ou est-ce que tu ressens, il y a une compression? D'une manière générale, d'une manière générale, oui. On peut plus dire ce qu'on disait il y a 20 ans, notamment les comiques. C'est évident que aujourd'hui tout est censuré. Mais nous, on est dans un domaine dans un domaine sportif où c'est relatif. Donc on n'est pas dans des choses, comment dire, acides, tu vois, on a toujours la même forme quelque part de bienveillance. Donc on peut être critique, mais on ne va pas être critique pour être critique. Enfin, moi, c'est mon cas. Donc, si tu veux, on reste quand même, grâce à la radio, d'ailleurs, grâce à cet instrument-là, on reste quand même très libre. Voilà. Mais évidemment qu'après, on peut pas. Il y a des choses que tu ne peux pas dire en radio, c'est évident. Mais d'une manière générale, moi, je reste quand même assez libre.
Alors, on va juste terminer sur l'avenir. Donc, Ouais. d'abord sur le rugby. Qu'est-ce que tu penses du rugby de l'avenir? Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France d'aujourd'hui et pour demain? Écoute, je pense que l'équipe de France, a une génération de joueurs exceptionnels. De tout temps, tu as eu des générations qui ont traversé l'équipe de France, et il y en a qui ont été plus ou moins heureuses, plus ou moins bonnes. Ce qui ne veut pas dire que parfois il y avait des joueurs qui n'étaient pas bons. Je pense qu'il y a toujours eu des très bons joueurs. Mais parfois, tu as de l'excellence. Voilà. Et aujourd'hui, dans cette équipe de France-là, il y a beaucoup de joueurs excellents, en tout cas, qui touchent à l'excellence. Je vais parler d'Antoine Dupont, Romain Tamac, Antoine Jalibert, Aldrit. Il y a quand même au Marchand, enfin, il y a une ossature de joueurs qui font partie des meilleurs joueurs au monde, ce qui n'a pas été le cas depuis des années. Donc aujourd'hui, on peut envisager l'avenir vraiment d'une manière très, très positive. Évidemment que le Graal, c'est d'aller toucher la Coupe du Monde et de gagner la Coupe du Monde en 2023. Mais c'est une Coupe du Monde, donc on sait très bien qu'une Coupe du Monde, bon, voilà, c'est pas écrit à l'avance, c'est compliqué. Il y a 3-4 nations qui sont aussi fortes que toi. Mais bon, ça sera en France, je le répète, avec une équipe de France exceptionnelle, Et qui va devenir exceptionnelle. toi qui as joué dans une finale de Coupe du Monde en 1987, je Ouais. pense, qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là, malgré la défaite? Alors nous, on était les pionniers, mais en même temps, ce qui se passait, c'est que les All Blacks la Nouvelle-Zélande devait impérativement être champion du monde. Ça aurait été un désastre si elle avait été champion du monde. Pour le rugby, tu veux dire? Non, pour eux aussi, parce que c'était la première, c'était symbolique. C'était symbolique. Et puis, ils avaient une très, très belle équipe. Donc, ce que j'en retiens, nous, on était les pionniers, donc, si tu veux, c'était assez abstrait, quoi. C'est-à-dire que les Coupes du Monde, ça touchait le football. Mais moi, j'avais des images de Coupe du Monde de football. Mais c'est la première fois où, dans un événement de rugbystique, plein de nations allaient se confronter, se mesurer, allaient partager des moments. Voilà, c'était extraordinaire, c'était exceptionnel parce que on n'avait jamais connu ça avant, et tout d'un coup, on participait au premier événement mondial de rugby sur la terre, quand même, du rugby, quoi. Voilà, donc c'est un souvenir, oui, impérissable par rapport à ce qu'on a vécu, mais et j'ai la chance d'avoir vécu, oui, j'ai la chance d'être arrivé au bon moment pour participer à cette Coupe du Monde. Et le moment, parce que je pense que tu y étais aussi pour la finale Australie-Nouvelle-Zélande en Angleterre, le moment où tu es là, devant le haka, est-ce que tu as encore un souvenir? Ouais, moi, j'ai joué 6 fois les Blacks, donc le haka, je l'ai vécu de près 6 fois. On m'a souvent posé la question, et en fait, tu es tellement concentré, tu as tellement peur de mal faire face à eux, que tu es presque dans un autre monde. Voilà. Donc, le haka, tu le vois sans le voir, tu le vis sans le vivre. Tu es déjà dans ton match, tu es déjà à la première seconde. C'est un sentiment assez neutre, finalement. Tellement tu es concentré parce que tu joues la meilleure équipe du monde. Pour quelqu'un, moi j'ai joué 18 ans de rugby, j'ai eu beaucoup d'expérience et j'ai eu juste l'occasion d'expérimenter un haka de notre petite équipe et c'était, pour moi, je n'avais pas ce même genre de concentration. Peut-être que je n'avais pas le sens en commun comme tu disais. Ah, écoute, Denis, merci beaucoup d'avoir consacré du temps avec moi ce matin. C'était un plaisir de te retrouver. Pour les gens qui écoutent, s'ils ont envie, comment est-ce qu'ils peuvent te procurer tes livres ou chercher un peu, comprendre un peu plus ce que tu fais, quitte à te suivre Le livre, je crois que sur Amazon, tu peux le trouver encore, je crois, il me semble, sur Amazon. Je ne sais pas, sur les plateformes, il y a des bouquins, tu vas pouvoir y aller le trouver quelque part, j'espère. J'espère. Et puis moi, merci pour ce moment partagé avec un débat sympathique sur l'être humain, parce que c'est ça qui nous guide quand même, donc qui nous rassemble. Et
et voilà, et puis dire que je suis toujours un grand passionné de rugby et que ma vie ne se résume pas à ça, mais bon, le rugby est une place importante dans mon cœur. Moi aussi. Tony, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man. A stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust is the reason. Still I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger. To feel free, trust in my reason, and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, bit to the test. I'm a convinced man, I'm ready for an arrest. I'm a convinced man, in the arms of a woman.